Europe 1. Il est 8h15, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. De Montreuil. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Patrick. Les Insoumis sont aux côtés des cheminots en grève et à lire la dernière note de Jean-Luc Mélenchon, on voit que vous y mettez beaucoup d'espoir. La grande bataille sociale est engagée, écrit-il. Avec quel objectif ? Ce serait bien que le gouvernement renonce, notamment cette mise en concurrence, mais ça affronte aussi des directives européennes. C'est un vieux dossier, c'est le pacte ferroviaire qui a été voté, c'est la raison pour laquelle la France Insoumise pensons que sur des traités européens, il faut désobéir désormais. Le gouvernement applique des choses qui viennent mis en application d'ailleurs par le gouvernement précédent de François Hollande, etc. Et puis il touche au statut des fonctionnaires, alors qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Même Richard Ferrand... pardon, merci Patrick Cohen. C'est le matin, je suis désolé, excusez-moi les auditeurs, mais vous avez raison, le statut des cheminots, alors qu'il n'y a aucun enjeu, aucun intérêt à le faire, si ce n'est, selon nous, demain annoncer une forme une privatisation sans doute, parce que la mise en concurrence amènera à ce qu'au bout d'un moment on se dira il y a des lignes qui rapportent de l'argent, d'autres qui ne rapportent pas, etc., etc. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Donc il faut défendre le rail. Renoncer, vous voulez que le gouvernement renonce purement et simplement. Oui, parce qu'en plus c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc il faut être franc vis-à-vis des électeurs. Il n'a pas été élu pour ça. Et on comprend pour laquelle au bout d'un moment, les cheminots, les usagers, tout le monde dit mais attention là, on n'est pas d'accord avec ça. Vous ne l'avez pas présenté aux électeurs. Mais au-delà de la réforme qui vise à préparer la SNCF à sa mise en concurrence, vous refusez, vous, l'idée de cette ouverture à la concurrence. Oui, je vois pas. Le rail, ça doit pas être soumis à la concurrence. C'est bien qu'il y ait un monopole finalement. Il doit pas y avoir des enjeux de rentabilité, parce qu'il y a des lignes, elles rapporteront pas d'argent, mais je suis pour qu'elles existent. Il y en a d'autres qui en rapporteront, etc. Si vous introduisez le critère de concurrence et nécessairement de rentabilité, eh bien il y aura, vous voyez ce que je veux dire, ça va se disloquer. Quel intérêt nous avons à ce que demain, je répète, il y ait des notions de non plus d'aménagement du territoire, mais des critères, comme je viens de le dire, de concurrence et de mise en rentabilité. Bon, et deuxièmement, la question du statut, là aussi, ça permet d'avoir une sécurité de l'emploi, ça permet d'avoir des salariés qui ont, un intérêt par rapport au travail plus important, et franchement, qu'on vienne m'expliquer, mais on n'a pas eu d'argument fort. Pour quelle raison ? Alors, pour éviter la garantie de l'emploi, ça procure un intérêt au travail plus important ? Oui, je pense que c'est des métiers difficiles, notamment, et comme c'est des missions qui me semblent, je vais les nommer de régaliennes finalement, c'est-à-dire c'est important. Moi, je pense que c'est des métiers sur lesquels c'est pas une mauvaise chose. Donc vous souhaitez que le transport ferroviaire reste un monopole d'État ? On est d'accord, Patrick Cohen, qu'il y a des gens qui peuvent être licenciés aussi à la SNCF jusque-là. C'est une garantie de l'emploi relative. Mais il n'y a pas de plan. D'accord ? Non, mais ça peut arriver si quelqu'un fait une faute professionnelle, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des métiers, c'est pas des vaches sacrées, comme il a été dit honteusement dans beaucoup de micros, métiers de privilégiés, etc. Il faut qu'ils cotisent 43 annuités et demie pour partir à la retraite. Non, c'est vrai. Pas encore. Bah si, actuellement, vous n'êtes pas au courant ? Bah si, on peut partir à 50 ans, selon les métiers, à 50 ans, 50,5. Mais pour avoir une retraite complète, il faut avoir cotisé 43 annuités et demie. C'est pas un métier de privilégié. Je vous assure que vous, sans doute, vous êtes beaucoup mieux payé qu'un agent. Les roulants peuvent partir à partir de 52 ans. Oui, mais à retraite incomplète. Le droit de partir, ça ne veut pas dire qu'on part. Pour avoir une retraite complète, il faut avoir cotisé 43 annuités. C'est ça où il y a un scandale et un mépris vis-à-vis des cheminots. C'est faire croire que c'est un métier de privilégié. Il y a quasiment personne qui part à la retraite à 50,5 ans. Vous trouvez normal qu'un conducteur de train puisse partir à la retraite 10 ans plus tôt, par exemple, qu'un ouvrier du bâtiment ? La médecine du travail atteste que quand vous conduisez notamment un TGV, vous avez fait des effets qu'on appelle ça de trombinoscope, etc. Et que vous avez la vue, la santé qui en prend un coup. Et quand vous faites le maçon sur un chantier ? Mais je suis pour, vous savez, moi, attendez, je suis pour le nivellement par le haut. Qu'est-ce que c'est que cet argument que vous me donnez ? Donc allons-y maintenant, faisons travailler plus tout le monde. Je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Moi je suis pour la réduction du temps de travail. Je vous prends à partie. On est d'accord que moi je suis quelqu'un qui pour aligner vers le haut, vers les acquis sociaux. Pas chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dans un métier a un petit avantage, je lui dis toi salaud, t'as un avantage, donc tout le monde vers le bas, parce qu'il y a des gens précaires, parce qu'il y a des gens mal payés, parce que des gens... On est d'accord. Donc vous voyez, il faut pas cet égoïsme culturel qui est en train de se développer avec ce gouvernement, qui vise à faire de chacun en quelque sorte un privilégié qu'il faudrait dénoncer. Les privilégiés, ils sont pas là, je vais vous dire. Ils sont vraiment pas là. Et sans aucun doute qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très très bien payés, beaucoup plus que les cheminots qui sont en train de montrer du doigt. Et que ça commence à faire un effet suffocant sur le plan médiatique, où ceux qui sont parmi, bien souvent, je répète, les cheminots qui ont des salaires franchement médians par rapport dans la moyenne des Français, sont montrés du doigt par des gens qui sont des ultra privilégiés. Moi, je n'en peux plus. Hier, je me suis mis en colère contre le porte-parole de En Marche qui, sur une radio concurrente, arrive et traite les cheminots de gréviculteurs. Moi, j'accepte pas ce vocabulaire. Il me restait dans l'oreille en 1995. Jean-Marie Le Pen parlait comme ça.
lorsque les cheminots étaient en grève contre le plan Juppé. C'est pas lui qui a inventé le terme, mais Louis Gallois et Guillaume Pépi l'ont utilisé dans plusieurs interviews. Comme vous êtes un homme précis, Louis Galliat, il a été président de la SNCF en 1996. Jusqu'en 2006. C'était le prédécesseur de Guillaume Pépi. Mais pourquoi vous défendez ça? Je ne défends pas, c'est factuel ce que je dis. Non, je dis Louis Gallois a été président de la SNCF jusqu'en 2006. On s'arrête là-dessus. Moi, je vous dis qu'en 1995, Jean-Marie Le Pen parlait des gréviculteurs et Louis Gallois, il est devenu président de la SNCF en 1996, un an plus tard. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui a inventé ce terme. Non, mais qu'il a mis dans le débat public quand il y a des grèves. Je crois pas. Mais c'est pas très important. Ah si, c'est important. Un mot sur la concurrence. Attendez, si c'est important quand un gouvernement parle comme l'extrême droite quand il y a des grèves. Pour moi, c'est important. Gréviculture, c'est de la culture de la grève, c'est pas attribué à l'extrême droite. Parce que je vais vous dire une chose, les gens qui sont en grève aujourd'hui, bien sûr, ils vont déranger les usagers. Et je me mets à la place des usagers, ça ne doit pas être simple, d'accord? Mais c'est des gens qui vont perdre des journées de salaire. C'est pas des gens qui s'amusent. C'est pas des cultivateurs qui font pousser des grèves pour rigoler. Non, mais d'accord. Et le petit arrogant d'En Marche, lui, il est issu d'un milieu social favorisé. Il devrait au moins baisser la tête et saluer les travailleurs, qui à un moment donné défendent un outil de travail. Vous avez à un moment donné des gens extrêmement privilégiés qui se permettent de dire quand des gens vont être en grève, perdre une journée de salaire, plusieurs journées, et qui font ça uniquement pour l'amour du métier, parce que justement la manœuvre du gouvernement, c'est que les cheminots directement actuellement ils sont pas concernés, mais ils font ça parce qu'ils font pour défendre le métier. Et vous avez des petits monsieur ou un gouvernement qui les montre du doigt, c'est insupportable. C'est ce que j'appelle cet égoïsme culturel. Il faut faire attention parce que ceux qui m'écoutent, on va tous être, je reprends une expression d'Olivier Besancenot, les cheminots de quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un où on dira celui-là il est un petit peu plus privilégié, on va le montrer. Il part à la retraite un petit peu avant moi, il est là le privilégié, alors que fondamentalement les privilèges ne sont pas là. C'est ça que je veux vous dire, Patrick Cohen. Et vous comme moi, vous êtes un homme de mémoire, de culture, je le sais. Vous aimez bien taquiner la France insoumise, mais vous avez de la mémoire. Je vous dis que ceux qui ont été les plus ceux qui ont été les plus violents et qui ont utilisé dans le débat public, c'est l'histoire du mot, ça vient de loin, mais c'est souvent l'extrême droite et je suis un peu, ça pique un peu de se dire mais ce gouvernement contre la grève et le mouvement social utilise des mots qui viennent d'un camp très prochaine fois, promis, je poserai la question à Louis Gallois et Guillaume Pépi. Mais il l'a dit en 1996, vous avez raison. Il l'a dit, oui, mais d'accord, c'est pas ça que je vous dis. Qui ont utilisé à plusieurs reprises l'expression à propos de la SNCF en un temps où la SNCF faisait 20 à 30% des jours de grève en France. Mais je vous dis que le mot en 1995, vu qu'Hélène Jouan nous rappelait les mobilisations Juppé, qui avait été un grand moment. À ce moment-là, l'extrême droite dirigée par Jean-Marie Le Pen dénonçait les gréviculteurs. Et hier, le porte-parole de En Marche a dénoncé les gréviculteurs. Point final, le débat s'arrête là. Donc n'allez pas chercher Louis Gallois 2 ans plus tard, à moins de vouloir absolument me démontrer je ne sais trop quoi. Bon, ok, continuons. Donc vous aussi, vous pensez que c'est un beau mot, gréviculteur ? La concurrence, Alexis Corbière, que vous refusez pour le rail, elle n'a pas été bénéfique dans les télécoms et le transport aérien ? Je crois pas. Mais là encore, peut-être que les télécoms, c'est pas exactement la même mission qu'un aménagement du territoire comme le rail. Il y a des missions importantes sur lesquelles je pense que nous devons garder la situation de monopole. Quand vous regardez l'exemple allemand ou suédois, par exemple, vous ne pensez pas que ça a pu profiter au secteur ferroviaire dans ces deux cas où il y a eu à peu près le même mouvement, c'est-à-dire une ouverture à la concurrence et un opérateur public resté fort, comme en Allemagne, la Deutsche Bahn, qui est la première entreprise ferroviaire européenne. Mais je pense qu'en France, il ne restera pas fort. La bêtise en plus en France qui a été faite, c'est cette séparation entre SNCF et RFF, l'un rapportant de l'argent, d'autres coûtant de l'argent, des stupidités du genre des partenariats publics-privés qui ont été faits dans certains endroits qui ont coûté fort cher. C'est pour ça que ce qu'on appelle la dette s'est creusée, c'est les mauvais choix. Mais souvent, ceux qui ont été à la tête de ces mauvais choix sont les mêmes aujourd'hui qui sont au gouvernement. Je vois Madame Parly, par exemple, elle vraiment bien payée. Bon, elle a des qualités, je suis en désaccord avec elle, mais tout de même, tous ces gens qui, eux, dirigeaient la SNCF ont creusé une dette qui aujourd'hui pose problème. Mais ils ont creusé une dette pour construire des lignes et non, mais pas seulement. Des infrastructures qui servent aujourd'hui aux investissement. Et vous avez bien raison. Là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. La dette, il faut la mettre en lien avec l'actif de la SNCF. Et en vérité, merci Patrick Cohen, la dette n'est pas si importante que ça. Mais je vais vous donner un exemple. Édouard Philippe, l'autre jour, à juste raison, a dit d'ici 10 ans, la dette va se creuser de 15 milliards supplémentaires. Mais il oublie de dire que chaque année, ce qui creuse la dette, c'est 1,5 milliard d'intérêts de la dette. C'est-à-dire que non seulement nous remboursons ce que nous devons aux banques, mais nous le remboursons en plus des intérêts de la dette. Et là, je dis que c'est absurde. Parce que pour une mission d'intérêt général, il y a des choses sur lesquelles ça ne devrait pas enrichir le privé. Qu'on rembourse ce qu'on a emprunté, c'est une chose. Mais qu'en plus, on lui verse 1,5 milliard à ces banques privées, c'est une absurdité. Donc moi, je serais pour qu'on nationalise, par exemple, la dette et que ce soit pas comme ça quelque chose qui permet d'enrichir. Qu'elle soit reprise intégralement par l'État. Ce serait moins idiot, non ? Autre conflit en cours contre la réforme d'accès à l'université avec la plateforme Parcoursup. Là encore, je cite
Jean-Luc Mélenchon hier soir dans la jeunesse. Le feu semble prendre à la plaine. Vous allez souffler sur ces flammes, Alexis Corbière? Bon, je veux dire, je vais avoir 50 ans cet été. Je crois que les étudiants, ils ont un peu, ils attendent pas après moi pour se mobiliser. Certains de vos collègues sont allés dans les facs. Daniel Obono est allé à Tolbiac, je crois. Moi aussi, je peux y aller. Si on m'y invite, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire par là que c'est pas parce qu'ils auront vu Corbière ou Obono ou Mélenchon que des étudiants vont se mettre en grève. Par contre, je suis d'accord avec ce qu'ils font. Voilà, et je les soutiens. Y compris sur les méthodes, les blocages des cours ou des facs entières à quelques semaines des partiels. C'est ce qu'on appelle une mobilisation, de la même façon qu'aujourd'hui il y a des usagers dans les gares qui sont dans l'embarras. Moi, vous savez, la grève, ça dérange. C'est pas le sujet. Je préférais qu'il n'y ait pas grève. C'est pas tout à fait pareil quand même. Bloquer les cours et ne pas travailler pour prendre les trains. Quand vous étiez étudiant, vous l'avez fait vous aussi. Ça fait partie de tout ça. C'est l'histoire du mouvement étudiant. Il y a des moments où, quand on se mobilise, la question c'est quelle est la raison de la mobilisation. Les étudiants considèrent qu'ils sont inquiets pour leur avenir. Le bac ne sera plus le premier grade universitaire. Quand vous aurez le bac, ça ne sera plus, ça vous permettra pas plus de choisir quelle est la formation qui quand même va après déterminer votre vie. Les directions d'université elles-mêmes disent qu'elles ne sont plus en capacité vraiment de gérer en vérité ce qui leur est demandé par Parcoursup. Nombre de personnalités ont dit, par exemple, cette histoire de lettres de motivation est une supercherie qui va encore plus aggraver les différences sociales entre les uns et les autres. Et enfin, pour parler de méthode et de violence, ce qui a mis le feu aux poudres, pour utiliser une expression, c'est quand même les milices soutenues par un doyen à Montpellier qui sont venus tabasser ceux qui étaient en grève pacifiquement. Une dernière question, Hélène Chouan. Oui, lors de la marche blanche mercredi dernier en hommage à Mireille Knoll assassinée, les élus France Insoumise ont été violemment pris à partie jusqu'à être contraints de quitter cette manifestation. Éric Coquerel assure recevoir des menaces de mort depuis plusieurs semaines. Il a, dit-il, déposé une main courante. Alors, qui rendez-vous responsable de ce climat de violence, Alexis Corbière? Est-ce que c'est encore la faute du parti médiatique qui est dénoncé par Jean-Luc Mélenchon quasi quotidiennement? Ça peut être le cas, mais là, en l'occurrence, sur les cas précis dont vous parlez, il y a deux sujets. Éric a soutenu une mobilisation de sans-papiers, et je parle d'Éric Coquerel qui est allé à la cathédrale Saint-Denis, et c'est l'extrême droite qui l'a insulté en racontant n'importe quoi, comme si des tombeaux avaient été profanés. Et enfin, pour la manifestation de mercredi, c'est un petit groupe qui s'appelle la Ligue de défense juive, de gens violents, qui d'ailleurs l'ont revendiqué sur Twitter, qui sont venus nous insulter, qui nous ont traités de PD, d'enculés. Je trouve ça assez scandaleux, et ça s'est passé à 10 mètres du ministre de l'Intérieur, du président de l'Assemblée nationale, du président du CRIF, sans que personne ne réagisse. Donc moi, c'est Gérard Collomb aujourd'hui que vous mettez en cause? Imaginez que 10 députés d'En Marche ou de n'importe quel autre parti se fassent prendre à partie alors qu'ils venaient d'avoir un attentat à 10 mètres du ministre de l'Intérieur, se fassent insulter et que personne ne réagisse. Je suis sidéré. Je dis que moi, par exemple, le président du CRIF que j'ai vu la veille au téléphone ne m'a même pas appelé pour ça. Que la police aurait dû intervenir contre les nervis de la Ligue de défense juive plutôt que de vous faire évacuer de la manifestation. On est d'accord, à tel point que la police a protégé en plus Madame Le Pen et même la LDJ a protégé Madame Le Pen. Et quand il s'agit de nous, vous acceptez des insultes homophobes. Je veux dire, vous ne m'appréciez pas, Patrick Cohen, sans doute pour des raisons politiques. Mais vous, non, mais on est en désaccord, du moins. Mais si, souvent, non, mais bref. On est d'accord. Mais mêlez pas à ça, je vous pose des questions. Moi. Non, mais on est d'accord que vous n'acceptez pas que des parlementaires se fassent traiter de PD, d'enculés à 10 mètres du ministre de l'Intérieur. Je dis ces mots volontairement, excusez-moi à ceux qui l'écoutent de bon matin, pour dire la violence et la grossièreté du propos. Et je trouve que unanimement, toute la classe politique aurait dû dire: on n'est pas d'accord avec la France Insoumise, mais ça c'est intolérable, inacceptable, et ça va être condamné. Et je trouve qu'il y a eu bien peu de condamnations, si ce n'est, et je l'en remercie, j'ai vu Anne Sinclair dans le JDD dimanche, le rabbin Gabriel Fary qui était à nos côtés. Il y a des gens qui sont des voix en plus, qui sont entendus et qui ont dit là-dessus, c'est intolérable. Et j'invite chacun à faire de même, parce que c'est une question de républicaine de fond. Il faut lutter contre l'antisémitisme malgré ses nervis, et c'est pas un tel ou un tel qui m'interdira d'aller à une manifestation contre l'antisémitisme. Merci Alexis Corbière d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.